Caché derrière une tapisserie, Anselme voyait et écoutait tout cela avec stupéfaction. Il lui semblait que c'était une réponse suffisante à ses plus graves soupçons, et redoutait cette preuve ultime qu'était la venue de Lothaire, craignant quelques accidents fâcheux. Il s'apprêtait à sortir de sa cachette pour embrasser son épouse, et la détromper lorsqu'il vit Léonel revenir, tenant Lothaire par la main. Dès que Camille aperçut celui-ci, elle fit avec son poignard une grande raie devant elle, sur le plancher, et lui dit « Écoute-moi bien, Lothaire. Si tu oses franchir cette ligne, ou seulement t'en approcher, je me perce le cœur de ce poignard que je tiens dans la main. Avant de parler, écoute ce que j'ai à te dire. Tu auras tout loisir ensuite d'y répondre. Mais d'abord, dis-moi, Lothaire, connais-tu Anselme, mon mari? Et moi, me connais-tu? Ce ne sont pas là des questions difficiles qui pourraient te troubler ou t'obliger à réfléchir longuement. Lothaire n'est pas assez naïf pour ne pas comprendre. Dès que Camille lui avait, à mots couverts, exposé son stratagème, ce qu'elle avait en tête, aussi lui répondit-il avec tant d'habileté et d'à propos qu'on aurait cru que les mensonges qui débitaient tous deux étaient la pure vérité. Je ne pensais pas, belle Camille, que tu m'appelais dans une attention si différente de celle qui m'amenait dans ce cabinet. Si tu me poses ces questions pour retarder l'accomplissement de tes promesses, tu n'avais pas besoin de me demander de venir jusqu'ici, car le bien désiré donne d'autant plus de fièvre que s'approche le moment de le posséder. Mais pour que tu ne me reproches pas de laisser tes questions sans réponse, je te dirai que je connais Anselme, ton époux, que nous nous connaissons tous deux depuis notre plus tendre enfance. Je n'insisterai pas sur l'amitié qui nous lie, et qui t'est bien connue, pour ne pas m'appesantir sur l'outrage que je lui fais subir au nom de l'amour, lequel sert d'excuse à des fautes encore plus graves. Je te connais également, Camille. Je te partage l'estime de ton mari, ah, et je partage l'estime que ton mari a pour toi. Il fallait ces qualités que tu possèdes pour me faire oublier ce que je dois à moi-même et aux saintes lois de l'amitié sincère que l'amour, se tirant tout-puissant, me contraint de violer. Après un tel aveu, dit Camille, mortel ennemi de tout ce qui mérite justement d'être aimé, comment oses-tu paraître devant celle qui est le miroir où se contemple cet homme que tu devrais prendre en exemple, au lieu de l'outrager si indignement? Mais hélas, malheureuse que je suis, je crois comprendre pourquoi tu as perdu jusqu'au respect de toi-même. Sans doute me serais-je permis devant toi quelque liberté que je n'appellerais pas impudeur, hein, que je n'appellerais pas impudeur, car je n'ai pas agi de propos délibérés, mais par simple négligence, comme il arrive aux femmes lorsqu'elles sont en confiance. Et sinon, dis-moi, traître, ai-je jamais répondu à tes avances? Par un seul mot, un seul geste qui aurait pu te donner l'espoir de réussir dans tes affaires desseins? Ai-je jamais écouté tes paroles d'amour sans les repousser ni les condamner avec rigueur et mépris? Ai-je jamais cru à tes nombreuses promesses, accepté tes multiples présents? Et cependant, je ne puis penser que l'on persévère aussi longtemps dans une entreprise amoureuse si on n'est pas soutenu par quelques espérances. Aussi, c'est à moi que je veux attribuer la faute de ton insolence, à moi que je reprocherai une négligence involontaire qui aura soutenu ton désir. Je veux donc m'en punir et faire retomber sur moi la peine que tu mérites. Mais afin que tu saches que je ne serai pas moins inhumaine avec moi-même que je ne le suis avec toi, j'ai voulu que tu sois témoin du sacrifice que je pense accomplir pour réparer l'honneur outragé de mon digne époux.
que nous avons tous deux offensé, toi en me poursuivant de tes sollicitations, moi en ne fuyant pas les occasions qui pouvaient favoriser et fortifier tes mauvais désirs. Je te le répète, ce qui me tourmente le plus, c'est d'avoir pu donner prise par quelque négligence et d'aussi infâme pensée, à d'aussi infâme pensée. Et je suis décidé à me punir de mes propres mains, de peur qu'en cherchant un autre bras que le mien, ma faute ne devienne publique. Mais je ne mourrai pas seul. Je veux emmener avec moi celui dont la mort satisfera ce désir de vengeance qui me tient. Et où que je sois, je saurai que la justice, toujours impartiale, n'a pas laissé impuni celui qui m'oblige à ce geste désespéré. En achevant ces mots, elle se jeta sur l'autel, le poignard à la main, avec une telle violence, et en feignant si bien de vouloir le frapper en plein cœur, qu'il se demanda si ces démonstrations n'étaient pas vraies, et il lui fallut toute son adresse et toute sa force pour empêcher Camille de le blesser. Celle-ci, qui mettait tant d'ardeur à simuler cet étrange artifice, voulut, pour lui donner une teinte encore plus authentique, le colorer de son propre sang. Voyant qu'elle ne pouvait atteindre l'autel, en faisant semblant de ne point y parvenir, elle s'écria: « Puisque le sort refuse de satisfaire ma vengeance, du moins ne m'empêchera-t-il pas de l'accomplir en partie. » Dégageant violemment sa main que retenait l'autel, elle tourna contre elle-même le poignard et enfonça la pointe entre l'aisselle et l'épaule gauche, où l'entaille ne pouvait être profonde, puis elle s'affaissa comme prise de défaillance. Léonel et Lothaire, la voyant par terre, peignant dans son sang, furent frappés de stupeur. Ils ne savaient plus que croire. Lothaire se précipita, épouvanté, pour retirer le poignard de la plaie, mais voyant que la blessure était légère, il fut rassuré, et ne put s'empêcher d'admirer à nouveau l'adresse, la ruse et l'intelligence de la belle Camille. Voulant lui aussi être à la hauteur de son rôle, il se mit à gémir et à se lamenter devant le corps étendu de la jeune femme, comme si elle était morte, en s'accablant de malédictions, et en maudissant aussi celui qui était la cause de tout le mal. Comme il savait que son ami Anselme l'entendait, il gémit et se désola si bien qu'on l'aurait cru plus à plaindre que Camille à supposer qu'elle fût morte. Léonel la prit dans ses bras et la déposa sur le lit, suppliant Lothaire d'aller chercher quelqu'un qui pût venir en secret soigner sa maîtresse. Elle lui demanda également conseil sur ce qu'il faudrait dire à Anselme, s'il revenait avant que Camille fût guérie. Lothaire lui répondit que de dire ce qu'elle voudrait, qu'il n'était guère en état de donner un conseil éclairé, mais qu'il fallait d'abord et avant tout arrêter le sang. Quant à lui, il s'en allait là où personne ne pouvait le voir. Il se retira donc avec de grandes démonstrations de douleur. Quand il fut seul et sûr de n'être vu de personne, il se mit à faire des signes de croix, tout en admirant l'habileté de Camille et la duplicité de sa suivante. Il pensait qu'Anselme n'avait plus aucun doute à présent sur la vertu de sa femme. Il devait considérer comme une seconde Portia. Sa femme qu'il devait considérer comme une seconde Portia. Et il n'avait qu'une hâte, c'était de retrouver son ami pour célébrer avec lui la vérité, la mieux feinte et le mensonge le mieux dissimulé du monde. Léonel étancha, comme on l'a dit, le sang de sa maîtresse qui avait coulé juste assez pour qu'on en pût croire à sa ruse. Elle lava la blessure avec un peu de vin et la pansa de son mieux, en tenant de tels propos que, même si Anselme n'avait rien vu ni entendu, il aurait pu croire que sa femme était un modèle de toutes les vertus. À ces propos vinrent s'ajouter ceux de Camille, qui se reprochait sa lâcheté